Dans l'air nocturne de Monaco, l'argent a toujours une odeur métallique qui lui est propre. Un mélange de parfums coûteux, d'essence et d'une légère odeur de désespoir, mêlée au sel marin. Lorsque je me suis arrêté devant la place du casino, l'éclat qui m'entourait était éblouissant. Le vrombissement des moteurs des Ferrari se mêlait au rire des femmes et aux voix imaginaires des croupiers. Je portais un trench coat beige vieilli, démodé depuis 40 ans. Mes cheveux étaient négligemment rassemblés en un chignon gris. Mes chaussures étaient des chaussures de marche orthopédiques, confortables mais sans aucun intérêt esthétique. Vu de l'extérieur, j'avais l'air d'une grand-mère française ordinaire qui avait passé sa vie à tamponner des documents dans une administration publique et qui était venue dépenser la maigre pension de son mari dans les fastes de Monaco. Et c'était exactement ce qu'il voulait. L'invisibilité. Moi, l'amiral Isabelle Adjani, directrice du renseignement et de la sécurité de la marine française. J'ai passé 35 ans à nager dans les eaux les plus sombres du pays, parmi les requins les plus dangereux. Mais ce soir-là, je n'étais que Madame Isabelle. Et j'étais venue pour chasser. Avant de commencer cette histoire, si vous faites partie de ces forces tranquilles, méprisées pour leur apparence et qui cachent un volcan en leur sein, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Car ce que je vais vous raconter ce soir n'est pas seulement une histoire de vengeance, c'est la preuve que l'arrogance s'effondre dans un grand fracas. Mes pas étaient lents mais déterminés. Je me suis dirigé vers les immenses portes sculptées du casino de Monte-Carlo. Mon objectif n'était pas l'entrée générale, mais l'entrée VIP, réservée aux membres les plus distingués, les baleines. Le dernier signal de notre homme à l'intérieur était clair, la cible est à la table de baccarat. La mise est importante. Ma cible, Victor Volkov. Officiellement propriétaire d'une respectable compagnie maritime. En réalité, c'est un parasite international qui vole les technologies sonars des sous-marins nucléaires français pour les revendre au marché noir. Et ce casino. Ah, ce casino. Cette immense machine à laver qui blanchit l'argent sale de Volkov en le faisant passer pour des gains. Lorsque j'arrivai près du cordon de velours devant la porte VIP, l'obstacle que j'attendais se dressa devant moi. Henri Leclerc, le chef de la sécurité du casino. Avec son costume italien noir parfaitement ajusté, son oreillette et son expression dédaigneuse, il était l'incarnation même du cliché. Il m'avait repéré à 10 mètres et m'avait déjà ajouté à sa liste des indésirables. Je me suis approché de lui et lui ai fait signe de la tête pour qu'il ouvre le cordon. Henri m'a regardé de haut en bas comme si je n'étais qu'un chewing-gum collé à sa chaussure. Son regard s'est posé sur mon vieux trench coat, le collier bon marché que je portais autour du cou et mon visage sans maquillage. Un sourire moqueur est dessiné sur ses lèvres. Madame, dit-il d'une voix glaciale, mais qui n'avait rien de courtois, plutôt de méprisant. Je pense que vous vous êtes trompé d'entrée. Les visites guidées ont lieu le matin. Pour l'instant, c'est fermé. Je gardai mon calme. Je pris une voix tremblante et vieillie. Non, mon enfant, je ne me suis pas trompé. Je veux tenter ma chance à l'intérieur. Je m'assiérai peut-être à une table. Henri a ri. C'était un rire qui disait aux autres agents de sécurité autour de lui, « Regardez comme je m'amuse avec ce pauvre type. » Il a fait un pas vers moi, envahissant mon espace personnel. Son parfum était si fort que j'en ai eu la nausée. « Écoutez, madame, » dit-il, ayant complètement abandonné son masque de politesse. Il désigna de la main l'entrée générale, cette porte bondée où entraient les touristes et les petits joueurs. Ici, c'est le salon privé. C'est pour les baleines, c'est-à-dire les gros joueurs. Ici, le pourboire d'une seule main dépasse votre revenu annuel. Votre place est là-bas, près des machines à sous. Allez dépenser votre pension sur ces machines colorées. Vous gâchez l'ambiance ici. C'est à ce moment-là. Cette phrase. Dépensez votre pension dans les machines à sous. Quand j'ai entendu cela, j'ai attendu que ce sentiment familier se réveille quelque part en moi. De la honte? De la tristesse? Non. La seule chose que j'ai ressentie, c'était cette concentration profonde et froide qui précède le moment où le chasseur appuie sur la gâchette. Henri ne le savait pas, mais il venait de signer son arrêt de mort. Non seulement il allait perdre son emploi, mais il allait aussi recevoir une leçon qu'il n'oublierait jamais. Que ferait la plupart des gens dans cette situation? Est-ce ce qu'ils discuteraient? Est-ce ce qu'ils crieraient « Savez-vous qui je suis » Ou est-ce qu'ils baisseraient la tête, honteux, et s'en iraient? Que feriez-vous à ma place? Je voudrais connaître vos impressions à ce moment-là dans les commentaires. Mais moi, je n'ai rien fait de tout cela. J'ai affiché un léger sourire embarrassé sur mon visage. J'ai hoché la tête pour dire « Tu as raison. Tu as raison, mon enfant. » ai-je dit en serrant mon sac contre ma poitrine. Ici. Oui, ici, il va bientôt y avoir beaucoup de monde. Pour une vieille femme comme moi, cela peut être trop bruyant. Henri continua à se tenir devant le cordon, tel un commandant victorieux. Il avait la poitrine gonflée par la satisfaction superficielle d'avoir réussi à me chasser. Je me retournai et m'éloignai lentement, comme vaincu.
Mais je ne m'éloignais pas. Je prenais position. Je touchais le petit émetteur spécialement conçu dans la poche gauche de mon trench coat. Le léger grésillement dans mon oreillette était comme la plus belle symphonie du monde. Gdegl Isian. Quelle est la situation? Murmurai-je, sans presque bouger les lèvres. La voix du lieutenant Luc retentit dans mon oreillette. Anne, les équipes sont prêtes. Les sorties arrière sont bloquées. Les brouilleurs sont activés. Volkov s'apprête à quitter la table. Nous attendons le signal. Je pris une profonde inspiration. Je respirais à plein poumon l'air raffiné de Monte-Carlo. Derrière moi, Henri continuait à plaisanter avec les autres agents de sécurité, se moquant probablement de ma maladresse. Mais il ignorait une chose, je n'avais pas besoin de son autorisation pour franchir cette porte. Je la franchirais en la défonçant. J'ai regardé ma montre. Il était 22h14. L'opération commence. Ai-je dit. Libérer la tempête. Et à ce moment-là, la nuit scintillante de Monaco fut déchirée par le bruit des sirènes et des freins des minibus noirs. J'étais impatient de voir le sourire arrogant sur le visage d'Henri se figer. Je me moquais de ma retraite, mais il était certain que son indemnité allait partir en fumée. La partie était terminée. Et c'était moi qui menais le jeu, alors que les sirènes résonnaient dans les rues de Monaco. Le changement d'expression sur le visage d'Henri fut l'un des spectacles les plus satisfaisants que j'ai jamais vus. Ce sourire arrogant et méprisant fit place en quelques secondes à une pure terreur, car ceux qui arrivaient n'étaient pas la police routière ni la gendarmerie locale. Les portes latérales des minibus blindés noirs s'ouvrirent dans un bruit métallique sec. Ceux qui en descendirent étaient 12 agents opérationnels en tenue complète, le visage masqué, arborant l'insigne de la direction du renseignement et de la sécurité de la marine. Les cris des touristes couvraient le bruit des moteurs des Ferrari. Henri se figea, la main sur son talkie-walkie, car juste en face de lui se trouvait un fusil d'assaut dont le canon était pointé directement sur sa poitrine. Les mains sur la tête. Que personne ne bouge. La voix du lieutenant Luc ressemblait moins à un mégaphone qu'à un coup de tonnerre. Moi, j'étais toujours devant le cordon. Mais je n'étais plus cette vieille femme courbée. Je redressai les épaules. Je rejetai cette posture voûtée que les années m'avaient donnée, cette lourde cape de fatigue qui me recouvrait. Je levai la tête et regardai Henri droit dans les yeux. De la peur. C'était la seule chose que je voyais dans ses pupilles. Et cette peur ne venait pas des hommes armés, mais de moi. Car la posture de cette pauvre tante, qu'il venait de réprimander et d'envoyer aux machines à sous s'était soudainement transformée en celle d'un amiral autoritaire. Je fis un pas vers lui. Cette fois, c'était moi qui envahissais son espace personnel. Henri, ai-je dit. Le ton tremblant de vieille femme avait disparu de ma voix. À sa place, c'était ma voix claire et ferme, celle qui donnait des ordres à des milliers de soldats qui s'étaient manifestés. Je pense que vous aviez raison. Il y a vraiment trop de monde ici. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons bientôt vider complètement cet endroit. Henri balbutia, vous. Qui êtes-vous? Que se passe-t-il ici? Je souris. Mais cette fois, ce n'était pas un sourire embarrassé, c'était le sourire victorieux du chasseur. Je suis ton cauchemar, Henri. Et cette indemnisation dont je t'ai parlé tout à l'heure, elle a été saisie par l'État, parce que tu es en état d'arrestation pour avoir financé le terrorisme. Sur mon signe, 2 agents ont saisi Henri par les bras et l'ont plaqué au sol. Son costume italien hors de prix frottait désormais contre le bitume de Monte-Carlo. Je n'ai rien fait. Je ne faisais que mon travail. Criait-il. C'est là que je voudrais m'arrêter. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui tire son pouvoir uniquement de son uniforme ou de sa position se rapetisser lorsque cet uniforme lui est retiré? Leur désarroi à ce moment-là montre à quel point l'arrogance est un masque fragile. Si vous avez déjà été témoin de tels moments ou si vous souhaitez en être témoin, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Car la chute d'Henri n'est qu'un avant-goût du choc que vont subir les baleines. À l'intérieur, laissant Henri derrière moi, j'ai posé le pied sur le tapis rouge qui ne constituait plus un obstacle devant moi. Lorsque je suis entré par l'entrée VIP, le bruit du chaos extérieur a été soudainement coupé par les vitres épaisses et les rideaux lourds. À l'intérieur était un monde complètement différent. La lumière tamisée des lustres en cristal, les murs recouverts de bois de mahogany, la fumée de cigares flottant dans l'air et une légère musique de jazz. C'était le célèbre salon privé, où les plus riches du monde cachaient leur argent et leurs péchés. La réceptionniste dans le hall, inconsciente du bruit à l'extérieur, était au téléphone. Quand elle m'a vu, moi, la femme en trench coat qui marchait avec 4 commandos en tenue complète derrière moi, elle a laissé tomber le téléphone. « Appelez votre directeur », lui dis-je sans même la regarder, tout en continuant à marcher. « Et dites-lui que la marine est là. Toutes les issues sont bloquées. L'électricité sera coupée dans 2 minutes. Personne ne quittera le bâtiment. » Sans attendre la réponse de la jeune fille, je me suis dirigé vers les escaliers en bois sculptés. Notre objectif était la salle Baccarat, à l'étage supérieur. Victor Volkov s'y trouvait.
Il était probablement en train de faire tourner son verre de whisky dans sa main, planifiant son prochain coup. Mais la seule chose qu'il n'avait pas prévue, c'était qu'une vengeance vieille de 40 ans était en train de monter les escaliers. Le lieutenant Luke s'approcha de moi. Amiral, les gardes de Volkov sont à l'étage. Ils sont 6. Ils sont armés. J'ai hoché la tête. Je ne veux pas de victimes civiles, Luke. Ce sera rapide et propre. Je veux Volkov vivant. Nous avons besoin des informations qu'il détient. À vos ordres. Lorsque nous arrivâmes au bout de l'escalier, des éclats de rire nous parvinrent de derrière les immenses portes à double battant. Cette pièce où des millions avaient été perdus, des secrets vendus. Le destin de nations entières joué aux cartes. Je plongeai la main dans la poche de mon trench coat et en sortis ce que j'avais gardé secret depuis le début de l'opération, mon insigne en plaqué or, orné de l'écusson de la marine. Je n'avais plus besoin de me cacher. Le lieutenant Luke posa la main sur la porte et me regarda. Je lui fis signe que j'étais d'accord. Cassez la porte. Le bruit ressemblait au plus grand tremblement de terre que Monte-Carlo ait jamais connu. Lorsque les portes s'ouvrirent, comme arrachées de leur gonds, le monde raffiné et luxueux qui se trouvait à l'intérieur se figea en une fraction de seconde. Au milieu de la pièce, j'ai vu l'homme assis à la tête d'une grande table recouverte d'une nappe verte. Victor Volkov. Il était plus vieux et plus gros que sur les photos, mais ses yeux étaient les mêmes. Froid, calculateur et impitoyable. Il m'aperçut. Il fut d'abord surpris. Puis il vit les hommes armés derrière moi. Et enfin, il remarqua le badge sous le collier bon marché qui pendait à mon cou. À ce moment-là, il a compris. Le jeu n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Dans la pièce. Alors que le nuage de poussière créé par l'explosion de la porte retombait lentement. Le seul bruit audible était le tintement des glaçons dans le verre de whisky en cristal que Victor Volkov tenait à la main. 12 canons étaient pointés sur lui. Les autres joueurs autour de la table de baccarat, parmi lesquels se trouvait un sénateur italien bien connu et un banquier suisse, avaient les mains sur la tête et tremblaient. Mais Volkov, il n'avait pas bougé d'un pouce. Il m'a même regardé avec un léger sourire, presque admiratif. « Amiral Adjani », dit-il d'une voix grave et suave, comme si elle venait d'un vieux tonneau de chêne. « Vous me surprenez. D'habitude, vous prenez rendez-vous. » Je me dirigeai vers la table. Pendant que le lieutenant Luke et son équipe plaquaient les autres joueurs contre le mur et les fouillaient, je m'assis directement sur la chaise vide en face de Volkov. La chaise sculptée et recouverte de velours contrastait étrangement avec mon vieux trench coat. Mais à ce moment-là, la personne la plus puissante dans la pièce n'était pas celle qui portait un smoking coûteux, mais celle qui portait ce vieux manteau. Les rendez-vous. C'est pour ceux qui ont quelque chose à négocier, Victor. Dis-je en retournant l'un des atouts de la table, l'as de trèfle, avec mon index. Toi, tu n'as plus rien en main. Volkov prit une petite gorgée de whisky. Il ne me quittait pas des yeux. En êtes-vous sûr, amiral? Nous sommes ici dans la principauté de Monaco. Ne sommes-nous pas un peu hors de votre zone de compétence? De plus, savez-vous qui sont les personnes présentes dans cette pièce? Si vous ne me laissez pas partir maintenant, vos téléphones à Paris ne cesseront de sonner demain matin. Voilà, la carte immunité. Ces types comptent toujours là-dessus. Ils pensent que les réseaux politiques qu'ils ont mis en place et les bureaucrates qu'ils ont soudoyés les protégeront de toutes les tempêtes. Je me suis penché vers la table. La distance entre nous n'était plus qu'un souffle. Les téléphones ne sonneront pas, Victor. Ai-je murmuré. Parce qu'à l'instant même, mon équipe de cybersécurité à Lyon a déchiffré les codes de tes comptes secrets en Suisse, aux îles Caïmans et à Singapour. La liste des fonctionnaires que tu as achetés est en train d'être imprimée par le parquet de Paris. Demain matin, il ne restera plus personne pour t'appeler, car ils seront tous occupés à sauver leur peau. Pour la première fois, l'expression confiante sur le visage de Volkov s'est fissurée. J'ai aperçu un léger tremblement dans ses yeux. Je voudrais faire ici une petite parenthèse. Le moment le plus dangereux dans la vie, c'est quand votre interlocuteur pense que vous bluffez, mais que vous avez en fait une quinte floche royale. Savourez cet instant. C'est tout simplement inestimable. Si vous avez déjà vécu dans votre vie le moment où vous avez coincé un menteur avec des preuves à l'appui, vous comprenez ce que je ressens. Aimez cette vidéo et partagez ce moment de victoire avec moi. Continuons. Volkov a essayé de se ressaisir. Dame preuve, a-t-il grogné. Qu'avez-vous en main? Quelques virements bancaires? Ce sont des secrets commerciaux. J'ai souri, et j'ai posé sur la table une petite clé USB noire que j'avais sortie de ma poche. Blue Depth, ai-je dit. Le projet de sonar de notre nouvelle génération de sous-marins fantômes. Le projet que vous avez vendu la semaine dernière aux acheteurs chinois pour 50 millions d'euros lors de cette rencontre avec le bateau de pêche. En mer du Nord, Volkov s'est figé. Il était aussi pâle que la toile verte devant lui. Vous ne pouvez pas savoir ça. Je le sais, Victor. Parce que c'est nous qui vous avons vendu ce projet. C'était le moment décisif. Quoi? Murmura-t-il.
Sa voix n'était plus aussi fluide. Vous avez bien entendu, dis-je en me calant dans mon siège. Les plans que nous avons divulgués étaient faux, Victor. Nous avons trafiqué les données acoustiques de ces schémas. Si les acheteurs construisent un sous-marin à partir de ces plans, ils seront assourdis par le bruit de leur propre sonar dès qu'ils plongeront. Et devine ce qui va se passer, quand les acheteurs comprendront qu'ils ont jeté 50 millions d'euros à la poubelle, qui vont-ils blâmer? Les mains de Volkov se mirent à trembler. Il posa son verre sur la table si brutalement que le liquide se renversa. Ils vont me tuer, dit-il. L'arrogance avait complètement disparu de ses yeux, laissant place à une peur pure et simple de la mort. Les triades. Elles ne plaisantent pas. Elles vont me découper en morceaux. Oui, répondis-je calmement. Ils le feront. C'est pourquoi l'endroit le plus sûr pour toi en ce moment est la cellule la plus sombre d'une prison militaire française. Je ne t'arrête pas, Victor. Je te sauve des monstres que tu as créés. Je me levai. Volkov, recroquevillé sur sa chaise, était devenu un homme écrasé sous le poids de son ego démesuré. Lieutenant Luc, dis-je, prenez le paquet. Et soyez prudent, monsieur. Volkov est désormais le témoin le plus précieux de l'État. Ne lui faites pas de mal. Luc répondit d'une voix tonitruante, à vos ordres. Lorsque deux commandos saisirent Volkov par les bras pour le relever, il n'opposa aucune résistance. Ses jambes tremblaient et des mots incohérents sortaient de sa bouche. Merci, merci, murmurait-il en me regardant. Il me remerciait de l'envoyer en prison. C'est ça, l'intelligence stratégique. Convaincre votre ennemi que la reddition est son seul salut. Alors que Volkov était emmené hors de la pièce, le téléphone portable qu'il avait oublié sur la table se mit à vibrer. L'écran affichait grand maître. Les acheteurs avaient probablement déjà remarqué la première erreur dans leur plan. Je pris le téléphone, le mis en mode occupé et le glissai dans ma poche. Le salon privé était désormais silencieux. Seul le ronronnement de la climatisation se faisait entendre. La partie physique de l'opération était terminée, mais la guerre mentale ne faisait que commencer. Car Volkov n'était qu'un intermédiaire. La vraie question était la suivante: qui, au sein de la marine, avait donné à Volkov l'accès à ces dossiers même s'ils étaient faux? Je pris une profonde inspiration. Je redressai le col de mon vieux trench coat et me dirigeai vers la porte pour quitter cette luxueuse pièce. Mais lorsque je suis arrivé dans le couloir, j'ai été interrompu par une annonce provenant de la radio d'Henri. La radio était entre les mains d'un agent de sécurité au sol. Centrale. Il y a du mouvement dans le parking. Une berline noire a franchi la barrière. Elle se dirige vers le port. Je fronçai les sourcils. Volkov était là. Henri était en détention. Alors qui était le fugitif? Le sentiment de malaise qui m'habitait s'est transformé en un frisson glacial. Nous avions oublié quelque chose, ou pire, quelqu'un. Luc, ai-je crié, ma voix résonnant dans le couloir. Préparez les véhicules. La chasse n'est pas terminée. Nous n'avions pas le luxe d'attendre l'ascenseur. Le lieutenant Luc et moi avons descendu les escaliers de secours 3 par 3. Comme je ne portais pas de talons hauts, j'ai une fois de plus remercié mes chaussures orthopédiques de grand-mère. Lorsque nous sommes arrivés au parking, une odeur de caoutchouc brûlé et d'échappement flottait dans l'air. La barricade au sol était détruite. Deux agents de sécurité gisaient sur le sol, légèrement blessés mais conscients. La berline noire avait déjà franchi la rampe de sortie. « Monte dans la voiture !» a crié Luc. Il a ouvert la porte arrière du véhicule blindé noir. Je me suis précipité à l'intérieur. Le sergent au volant connaissait les rues étroites et sinueuses de Monaco comme sa poche. Le moteur a rugi et nous avons été plaqués contre nos sièges. « Où est la voiture cible ?» demandai-je en regardant la carte numérique sur le tableau de bord. « Il a pris la route côtière, amiral, » répondit le chauffeur. « Il se dirige vers le port, vers Port Hercule. Il roule à plus de 140 km par heure. Les rues de Monaco ressemblent à un circuit de Formule 1 étroite, impitoyable et dangereuse. Mais le conducteur en fuite était manifestement un professionnel. Il prenait les virages sans déraper et se faufilait dans la circulation comme un couteau dans du beurre. Ce n'était pas la conduite d'un joueur paniqué. C'était la conduite d'une personne ayant reçu une formation militaire, une conduite d'évacuation. J'ai appelé la police portuaire par radio. Ici le directeur du DRSD, Adjani. Fermez les entrées et sorties du port Hercule. Ne laissez aucun navire partir. Bien reçu, amiral, répondit-il, mais je sentis une hésitation dans sa voix. La police monégasque n'aimait pas beaucoup empiéter sur notre zone de compétence. Mais je n'avais pas le temps de m'occuper de la bureaucratie. Alors que notre véhicule traversait les tunnels, des lumières oranges dansaient sur nos visages. Luc m'a regardé tout en vérifiant son arme. Nous avons Volkov. Qui peut bien s'être échappé? L'un de ces gardes du corps? Non. Ai-je répondu sans quitter la route des yeux. Les gardes du corps ne laissent pas leur patron pour s'enfuir. Soit la personne qui s'est enfuie est plus importante que Volkov, soit elle transporte quelque chose que Volkov n'a pas.
Je mis la main dans ma poche pour prendre le téléphone de Volkov. À ce moment-là, une notification clignota. Lorsque je lus le message qui s'afficha sur l'écran verrouillé, je sentis mon sang se glacer. Le message disait « Le colis a été réceptionné. Le nettoyage commence. » Colis? Nettoyage? Roulez plus vite, sergent. Ai-je crié. Nous devons l'arrêter au port. S'il monte à bord du bateau, nous le perdrons dès qu'il entrera dans les eaux internationales. C'est précisément de ces moments-là dont je veux parler. En situation de crise, la perception du temps change. Les secondes semblent durer des heures, votre cœur bat à tout rompre dans vos oreilles. La plupart des gens se figent sous la pression, paniquent et commettent des erreurs. Mais pour certains, le chaos est le moment où l'esprit est le plus clair. Si vous faites partie de ceux qui travaillent mieux sous pression et qui prennent les rênes en cas de crise, abonnez-vous à la chaîne. Car cette histoire est celle de personnes comme vous. Lorsque nous sommes arrivés à l'entrée du port, nous avons vu la berline noire. Elle avait roulé jusqu'au bout du quai et s'était arrêtée au 7e embarcadère, où étaient amarrés les yachts de luxe. La porte était ouverte. Nous sommes descendus du véhicule. Le vent m'apportait des embruns salés provenant de la mer. Avancez en vous dispersant. Ai-je ordonné. La cible peut être armée. Au bout du quai, il y avait un bateau à moteur de taille moyenne, dont les moteurs tournaient. Et une silhouette vêtue d'une capuche noire était en train de détacher les amarres du bateau. Arrêtez. Marine, a crié Luc. La silhouette ne s'est pas arrêtée. Elle a sauté dans le bateau et a poussé la manette des gaz à fond. Les moteurs ont rugi, l'eau a moussé. Le bateau a commencé à s'éloigner du quai. Luc et son équipe se mirent en position. Donnez-vous l'ordre de tirer, amiral? J'hésitais. Et s'il y avait des explosifs dans le bateau? Et si le colis était une information sensible et qu'il coulait? Mais à ce moment-là, la silhouette dans le bateau se retourna. Sa capuche tomba en arrière sous l'effet du vent, lorsque la lumière jaune du lampadaire éclaira son visage. J'en ai eu le souffle coupé. Je connaissais ce visage. C'était celui que je voyais tous les matins au quartier général depuis des années. Celui qui m'apportait mon café, classait mes dossiers et se souvenait même des anniversaires de ma fille. Le commandant Pierre. Mon chef de cabinet. Ne tirez pas. Ai-je crié en levant la main. Ne tirez pas. Luc m'a regardé avec étonnement. Mais il s'enfuit, amiral. Non. Ai-je répondu en m'efforçant de ne pas laisser ma voix trembler. Il ne s'enfuit pas. Il se dirige vers un piège. Je sortis la petite télécommande de ma poche. C'était celle du système BlueNet, conçu pour les situations d'urgence que nous avions installé à l'entrée du port. Dames, câbles et des filets en acier surgissant des eaux pouvaient fermer l'entrée du port en une seconde. J'ai appuyé sur le bouton. À la sortie du port, il y eut un énorme remous à la surface de l'eau. Le bateau de Pierre, qui filait à toute vitesse, s'arrêta brusquement comme s'il avait heurté un mur invisible. Les hélices s'emmêlèrent dans les filets, le moteur poussa un cri strident et se tut. Le bateau fut ballotté par les vagues qu'il avait lui-même créées. Pierre est tombé sur le pont du bateau. Il a essayé de se relever, mais n'y est pas parvenu. Je marchai lentement jusqu'au bout du quai. Le bateau se balançait maintenant à seulement 10 mètres de moi, sur l'eau. Pierre me regardait avec des yeux remplis de peur. Ce Pierre si fidèle et travailleur. Il s'avérait que c'était le serpent que j'avais nourri à mes côtés pendant des années. La partie est terminée, Pierre. Dis-je d'une voix plus froide que le vent de Monaco. Donne-moi ce paquet. Pierre a plongé ses mains tremblantes dans la poche intérieure de sa veste. J'ai cru qu'il allait sortir une arme. Luc a commencé à appuyer sur la gâchette, mais Pierre n'a pas sorti d'arme. Il a sorti un petit disque dur argenté. Puis, un sourire fou que je n'avais jamais vu auparavant est apparu sur son visage. Le jeu n'est pas terminé, Isabelle, a-t-il crié. Le décor a simplement changé. Et il leva le disque en l'air. Ne fais pas ça, ai-je crié. Mais il était trop tard. Pierre a lancé le disque de toutes ses forces dans la mer. Le disque argenté a décrit un arc dans les airs et s'est enfoncé dans les eaux sombres avec un plouf. Puis Pierre leva les mains en l'air. Il se rendait. Il avait détruit la preuve. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Je me suis tourné vers Luc. Attrapez-le. Et appelez les plongeurs. Ce disque remontera du fond de l'eau. Si nécessaire, je ferai assécher ce port, mais je récupérerai ce disque. Je passai à côté de Pierre alors qu'on lui passait les menottes. Il me regarda dans les yeux. Quand tu verras ce qu'il contient, tu regretteras qu'il ne soit pas resté au fond de la mer, murmura-t-il. Je ne lui ai pas répondu, parce que j'avais peur qu'il ait raison. Volkov ne voulait que l'argent. Mais Pierre était un traître idéologique. Et c'était toujours plus dangereux. Le vent salé du port m'apportait maintenant le goût métallique de la trahison. Mon plus proche collaborateur, mon bras droit. Il m'avait vendu. Mais à qui? Et que contenait ce disque? Les réponses se trouvaient au fond de la mer. Et je n'avais jamais peur de plonger dans ces profondeurs. Le nom de code Profondeur Bleue prenait désormais tout son sens.
Les eaux du port de Monaco, bien que calmes en surface, sont toujours sombres et troubles en profondeur. Il était 3h14. J'attendais sur le quai, sous la lumière aveuglante des projecteurs. Le vent s'était intensifié, collant mes cheveux mouillés à mon visage, mais je ne bougeais pas. La surface de l'eau s'agita et 2 plongeurs de la marine émergèrent, vêtus de combinaisons en néoprène noir. L'un d'eux tenait dans sa main un sac en plastique transparent et étanche. À l'intérieur du sac, un petit morceau de métal argenté brillait. Le disque de Pierre. Quelle est la situation? Demandai-je d'une voix suffisamment forte pour couvrir le bruit du vent. L'un des plongeurs a retiré son masque. Il a été exposé à l'eau salée, amiral, mais seulement pendant 10 minutes. Si l'isolation interne est intacte, nous pourrons récupérer les données. J'ai pris une profonde inspiration. Le poids que j'ai ressenti en prenant ce disque dans ma main était bien plus important que son poids physique. Ce morceau de métal renfermait la trahison de Pierre, les relations de Volkov et peut-être même des secrets menaçant la survie même de l'État. Prévenez le convoi. Ai-je dit au lieutenant Luc. Nous allons directement à Toulon, au centre de guerre cybernétique. Nous devons décrypter ce disque avant le lever du soleil. Le voyage s'est déroulé dans le silence. Pierre était transporté dans le véhicule blindé à l'arrière, les mains et les pieds enchaînés. Quant à moi, dans le véhicule de tête, je regardais le sac posé sur mes genoux. Mon inquiétude grandissait. Pourquoi Pierre était-il si calme? Pourquoi avait-il dit seul le décor a changé? Avant de jeter le disque, lorsque nous sommes arrivés à la base navale de Toulon, nous avons été accueillis par l'équipe du lieu que nous appelions la cave. Situé 70 étages sous terre, complètement isolé du monde extérieur, cet abri abritait les meilleurs cryptologues d'Europe. J'ai remis le disque au jeune génie docteur Harry, chef du laboratoire. Harry a grimacé dès qu'il a vu le disque. L'eau salée. Le pire ennemi de la technologie, a-t-il murmuré. Nous devons d'abord le nettoyer dans un bain chimique, puis cloner les données. Cela va prendre un certain temps, amiral. Nous n'avons pas le temps, Harry. Ai-je répondu sèchement. Je dois savoir ce que contient ce disque. Immédiatement. Harry hocha la tête et commença à donner des ordres à son équipe. Je me suis quant à moi placé derrière la vitre de surveillance du laboratoire. C'est alors que j'ai vu Pierre être amené dans la salle d'interrogatoire sur l'écran. Je devais y aller. Je devais le regarder dans les yeux. La salle d'interrogatoire était froide. Une table métallique, une chaise métallique et une seule caméra fixée au mur. Pierre était assis confortablement comme s'il prenait son petit déjeuner du dimanche. En me voyant, son sourire fou s'est à nouveau étendu sur son visage. « Isabelle, dit-il, tes cheveux sont en bataille. Ça ne te va pas. Tu as toujours été impeccable. » Je tirai une chaise et m'assis en face de lui. Ses mains menottées nous séparaient. « Pourquoi, Pierre ?» demandai-je. « Pour l'argent, pour l'idéologie, ou simplement par pure haine ? Tu étais à mes côtés lors de la remise de diplôme de ma fille. Tu as porté le cercueil de mon mari lors de ses funérailles. Pourquoi ?» Pierre se pencha en avant. Pour la première fois, je voyais clairement dans ses yeux cette lueur sombre qu'il cachait depuis des années. « Parce que tu étais aveugle, Isabelle, » murmura-t-il. « Tu pensais protéger l'État, mais en réalité, tu ne faisais que maintenir un système corrompu. Ne voyais-tu pas que des parasites comme Volkov s'enrichissaient grâce au système que tu protégeais? Et c'est en collaborant avec Volkov que tu comptais redresser le système? » Raillai-je. Pierre Harry. Un rire sec et sans âme. Volkov est un idiot. Il n'était qu'un intermédiaire. Ce n'était pas lui l'opération principale. L'opération principale, c'était ton arrogance. Je fronçai les sourcils. Que veux-tu dire? À ce moment-là, la voix tremblante du docteur Harry retentit dans les haut-parleurs de la pièce. Amiral, vous devez venir au laboratoire, immédiatement. Je jetai un dernier regard à Pierre. Cette conversation n'est pas terminée. Je pense qu'elle est terminée, dit Pierre en se calant dans son siège. Elle ne fait que commencer. Lorsque je suis revenu en courant au laboratoire, j'ai senti que l'atmosphère avait changé. Tous les techniciens étaient figés. Harry se tenait devant l'écran géant. Son visage était blanc comme un linge. Avez-vous déchiffré le disque? Demandai-je. Oui, répondit Harry en déglutissant. Le cryptage était plus simple que nous le pensions. C'est comme s'il voulait qu'on le lise. Qu'y a-t-il dedans, Harry? Les comptes de Volkov? La liste des taupes? Harry se tourna vers moi. Ses yeux étaient remplis d'horreur. Non, amiral. Le disque contient le code source du projet Blue Depth. Je me suis senti soulagé. Je sais, Harry. Ce sont de faux fichiers. Les données corrompues que nous avons données à Volkov comme appât. Nous avons bien fait de les récupérer. Harry secoua la tête. C'est justement le problème, amiral. Ce ne sont pas de faux fichiers. Le monde s'est arrêté un instant. Le brouhaha du laboratoire, les battements de mon cœur, tout s'est tu. Quoi? Harry désigna les chaînes de code complexes à l'écran. Nous avons comparé les résumés MD5 des fichiers avec les originaux sur le serveur principal.
Ils correspondent à 100%. Les fichiers sur le disque donné à Volkov ne sont pas les faux plans que nous avons préparés. Quelqu'un a modifié les fichiers juste avant le transfert. Ma tête tournait. Je me suis agrippée à la table. Les paroles de Pierre résonnaient dans ma tête, ton arrogance. Je pensais avoir trompé Volkov, lui avoir vendu un produit défectueux. Mais en réalité, Pierre avait utilisé mon opération pour vendre aux Chinois les véritables plans des sous-marins nucléaires par l'intermédiaire de Volkov. Et j'avais moi-même assuré la sécurité de ce transfert. Donc, dis-je d'une voix à peine audible. En ce moment même, à Pékin, quelqu'un est en train d'étudier les points faibles de notre sous-marin fantôme le plus secret. Oui, amiral, répondit Harry. Et ce n'est pas tout. Nous avons également trouvé un dossier intitulé Minuterie. Sur le disque, un compte à rebours. C'est là que je voudrais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé, dans votre vie, de croire avoir remporté une grande victoire, puis de réaliser que vous aviez en fait subi une terrible défaite? Connaissez-vous cette sensation de nœud à l'estomac, cette boule dans la gorge? À ce moment-là, dans ce laboratoire, je n'assistais pas seulement à une trahison, mais à ma propre destruction. Une victoire célébrée trop tôt est la plus douloureuse des défaites. Pourquoi ce compte à rebours? Ai-je demandé, sans quitter l'écran des yeux. Je ne sais pas, a répondu Harry, mais il reste 48 heures avant la fin. Et le nom du fichier? Je regardais l'écran. Le nom du fichier clignotait en lettres rouges, Opération LEVIATHAN cible, Paris. Pierre avait raison. Volkov n'était qu'un pion. Les plans du sous-marin n'étaient qu'un appât. La véritable attaque était bien plus importante, bien plus proche. Et j'avais 48 heures pour l'arrêter. Je me suis retourné. À travers la vitre du laboratoire, j'ai regardé les soldats marcher dans le couloir. Nous ne poursuivions plus seulement un espion. Nous poursuivions une catastrophe. Amenez-moi Pierre. Dis-je. Le calme glacial était revenu dans ma voix. Mais cette fois, sous la glace, il y avait un feu qui brûlait. Et cette fois, il ne demandera pas d'avocat. Parce que je vais entrer dans cette pièce et je n'en sortirai pas avant qu'il m'ait dit ce qu'est ce compte à rebours. Alors que je me dirigeais vers la porte, mon téléphone a sonné. L'écran indiquait numéro inconnu. J'ai décroché. Une voix familière et mécanique. Amiral Adjani. Vous avez trouvé le disque. Mais vous ne pouvez pas arrêter le Leviathan. Paris va brûler. Et vous aurez l'allumette entre les mains. Le téléphone s'est éteint. Le nom de code Blue Depth n'était plus une opération de sauvetage. C'était une guerre. Lorsque j'ai raccroché et rangé mon téléphone dans ma poche, tous les regards dans le laboratoire étaient braqués sur moi. Le docteur Harry, le lieutenant Luke, les techniciens. Tous attendaient un ordre, une explication, un miracle. Mais à ce moment-là, je ne pouvais offrir qu'un silence glacial. Pouvez-vous tracer le numéro? Demandai-je, en essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Harry a secoué la tête. Impossible, amiral. L'appel provenait d'un tunnel VoIP crypté. Le signal rebondit entre des serveurs en Russie, au Brésil et en Afrique du Sud. La personne à qui vous avez parlé est un fantôme numérique. Les fantômes numériques n'existent pas, Harry. Ai-je répondu en fixant l'écran noirci. Il n'y a que des lâches qui se cachent bien. Je pris une profonde inspiration. Vous avez l'allumette entre les mains, avait dit cette voix mécanique. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi entre mes mains? J'essayais d'éteindre cet incendie, pas de le déclencher. Le lieutenant Luke s'approcha de moi. Amiral, devons-nous alerter toutes les unités à Paris? Devons-nous réveiller le chef d'état-major? Non, répondis-je sèchement. Pas encore. L'ennemi nous surveille, Luke. S'ils voient que nous paniquons, ils attendront que nous commettions une erreur. De plus. Je m'interrompis. Le visage de Pierre me revint à l'esprit. Nous ne savons pas s'il y a d'autres taupes parmi nous. Si nous appelons Paris, nous risquons de déclencher le Léviathan. Je regardai ma montre. Il restait 47 heures et 52 minutes. Continuez à déchiffrer les codes du disque ici, dis-je à Harry. J'ai une affaire personnelle à régler. En marchant vers la salle d'interrogatoire, les couloirs me semblaient plus étroits, plus oppressants que d'habitude. Pierre, mon ami depuis 20 ans, la seule personne qui connaissait mes secrets, mes peurs. La trahison, quand elle vient d'un étranger, n'est qu'une tactique de guerre. Mais quand elle vient d'un ami, c'est un couteau planté dans le cœur. Avez-vous déjà vécu ce moment terrifiant où vous réalisez que la personne en qui vous aviez le plus confiance est en fait un étranger? Ce moment où, en regardant son visage, vous ne voyez plus votre ami, mais un ennemi masqué. Si vous l'avez vécu, vous comprenez le malaise que je ressentais à la porte de cette salle d'interrogatoire. Aimez cette vidéo, malgré les ennemis qui se cachent sous des apparences amicales. J'ai ouvert la porte. Il faisait un froid glacial à l'intérieur. Pierre a levé la tête. Son sourire arrogant était toujours là, mais dans ses yeux. Dans ses yeux, il y avait de la fatigue. Tu es revenu, a-t-il dit. Je te l'avais dit, Isabelle. Le jeu ne fait que commencer. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte derrière moi.
Puis j'ai tendu le bras vers la caméra fixée au mur et j'ai débranché le câble. Le voyant rouge s'est éteint. Le sourire de Pierre s'est effacé. Qu'est-ce que tu fais? C'est contraire à la procédure. Je tirai une chaise et m'assis juste en face de lui, nos genoux se touchant presque. Je me fiche de la procédure, Pierre. Dis-je d'une voix à peine audible, mais dont la menace suffit à glacer l'atmosphère de la pièce. Je ne suis pas ici en tant qu'amiral Adjani. Je suis ici en tant qu'Isabelle, celle qui t'a sorti de sous les décombres à Sarajevo il y a 20 ans. Et je veux que tu me dises la vérité. Maintenant, Pierre détourna le regard. Tu ne peux pas arrêter le Léviathan. Qu'est-ce que le Léviathan, Pierre? Demandai-je en frappant violemment la table. Une bombe? Un virus? Pourquoi ont-ils dit que l'allumette était entre tes mains? Pierre rit, mais cette fois, c'était un rire nerveux. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? L'allumette, c'est toi, Isabelle. Tes pouvoirs. Tes données biométriques. Je suis resté figé. Quoi? Pierre se pencha vers moi. Tu te souviens du projet Blue Depth, le système de navigation des sous-marins, qui a signé le protocole intégrant ce système au réseau énergétique souterrain de Paris? C'est moi qui l'ai signé, répondis-je. Mais c'était une mesure de sécurité standard. Je n'ai pas pu finir ma phrase. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler dans mon esprit. Oui, dit Pierre. C'est toi qui l'as signé. Et moi, cela fait des mois que je copie ta signature numérique. Leviathan est un ver informatique qui s'est infiltré dans le réseau énergétique de Paris. Mais pour s'activer, il a besoin de l'autorisation de l'admin. Et cette autorisation sera automatiquement donnée par ta signature numérique lors de la mise à jour du système prévu dans 48 heures. Je le regardais avec horreur. Vous allez faire de moi celui qui a incendié Paris. Nous ferons de vous le visage de l'effondrement du système, répondit Pierre. Lorsque Paris sera plongé dans le noir, que les générateurs des hôpitaux s'arrêteront, que des incendies se déclareront dans les tunnels du métro, tout le monde pensera que vous êtes la coupable. L'amiral Isabelle Adjani sera accusée d'avoir trahi son propre pays. Je me suis levé. Les nausées étaient désormais insupportables. Non seulement il m'avait trompé, mais il m'avait utilisé comme une arme. Comment puis-je arrêter ça? Ai-je crié. Je me suis agrippé au col de Pierre. Comment puis-je annuler le code? Pierre m'a regardé dans les yeux. Et à ce moment-là, j'ai encore vu en lui une partie de l'ancien Pierre. Pas du remords, mais de la compassion. Tu ne peux pas le faire depuis Toulon, dit-il. Le système est verrouillé. La seule solution est une intervention physique. Tu dois aller à Paris, Isabelle. À la salle des serveurs principaux à la Défense. À la boîte noire. Je l'ai laissé. Pierre s'est affalé sur sa chaise. Mais tu ne peux pas y entrer, ajouta-t-il. Parce que ce n'est plus sous notre contrôle. Et ils t'attendront. Je me dirigeai vers la porte. Je m'arrêtai, la main sur la poignée, et le regardai par-dessus mon épaule. Qu'ils m'attendent, dit-il. Parce que je leur donnerai ce qu'ils veulent. J'irai là-bas. Lorsque je sortis de la pièce, le lieutenant Luc m'attendait à la porte. Préparez-vous, Luc, dis-je. Nous partons pour Paris. Mais pas avec des véhicules officiels, ni en convoi. Nous y allons en fantôme. Quelle est notre destination, amiral? La Défense. Ai-je répondu en plissant les yeux. Nous descendons dans l'antre du diable. Pierre avait peut-être raison. C'était peut-être un piège. Peut-être qu'ils me tueraient à mon arrivée. Mais ils avaient oublié une chose. J'étais une femme qui n'avait plus rien à perdre. Et il n'y a pas d'arme plus dangereuse au monde. Le Léviathan s'apprêtait à rencontrer son créateur. Lorsque nous sommes arrivés à Paris, l'aube se levait. La ville s'éveillait sous son célèbre manteau gris et romantique. L'odeur du pain frais s'élevait des boulangeries, les camions de nettoyage lavaient les rues. Les gens se rendaient à leur travail. À l'école, sans se douter qu'ils marchaient sur la bombe numérique qui allait bientôt bouleverser leur vie. Et le détonateur de cette bombe allait être actionné par mon empreinte digitale. Nous avions laissé derrière nous les convois officiels, les sirènes et les gardes du corps. Sous nos pieds, il y avait une vieille camionnette blanche portant l'inscription Jean-Pierre Téziza. Le lieutenant Luc était au volant, vêtu d'une combinaison de travail bleue. J'étais assis à côté de lui, toujours dans mon vieux trench coat, mais cette fois-ci, j'avais sur les genoux un pistolet mitrailleur MP7 équipé d'un silencieux. Notre cible est la Défense. Cet immense centre financier froid, fait de verre et d'acier, situé à l'ouest de Paris. La salle des serveurs principale, que nous appelions la boîte noire, se trouvait dans l'abri situé juste sous la grande arche. Les protocoles d'entrée sont désactivés, dit Luc en écoutant le micro dans son oreille. L'équipe de Toulon a mis les caméras de sécurité du bâtiment en boucle. Ils nous ont enregistrés comme équipe de maintenance. Mais ce mensonge ne tiendra pas plus de 10 minutes. 10 minutes, c'est toute une vie, Luc, dis-je en vérifiant mon chargeur. 5 minutes nous suffiront. La camionnette s'engouffra dans l'un des parkings souterrains labyrinthiques de la Défense.
C'étaient les catacombes modernes de Paris, 70 étages sous terre. Sans air, sombre et inquiétant. Nous avons arrêté le véhicule devant un monte-charge portant l'inscription secteur 4. Il s'agissait de l'entrée de service menant à la colonne vertébrale du bâtiment connue uniquement du personnel autorisé. Nous sommes sortis de la voiture. Pendant que Luc démontait le panneau de l'ascenseur, j'ai surveillé les alentours. Il y avait un silence. Mais ce n'était pas un silence paisible. C'était le silence d'une araignée attendant sa proie. Pierre avait dit « Ils t'attendront ». Il avait raison. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes dans un grincement métallique. Nous sommes entrés. Luc a appuyé sur le bouton -12. Lorsque l'ascenseur a commencé à descendre, j'ai senti cette contraction familière dans mon estomac. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'adrénaline. Avez-vous déjà franchi le seuil d'une pièce en sachant qu'un désastre vous attendait derrière cette porte? Avez-vous déjà marché vers votre propre fin dans le seul but de protéger vos proches? Si vous vous souvenez de votre rythme cardiaque à ce moment-là, aimez la vidéo. Car c'est exactement ce que j'ai ressenti dans cet ascenseur. L'ascenseur s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes. Devant nous s'étendait un long couloir stérile éclairé par des néons blancs. Au bout du couloir se trouvait une immense porte en acier sur laquelle était inscrit SRVARFARM entrée interdite. Et devant la porte, 4 hommes attendaient. Ils ne portaient pas d'uniforme. Ils étaient vêtus de tenues tactiques noires. Leurs visages étaient masqués. Ils avaient entre les mains des fusils d'assaut de dernière technologie qui ne figuraient pas dans l'inventaire de l'armée française. Ce n'étaient pas des agents de sécurité. C'étaient les mercenaires des nouveaux propriétaires, dont Pierre avait parlé. Une armée de l'ombre. Dès qu'ils nous ont aperçus, ils ont brandi leurs armes sans hésiter. À terre. Ai-je crié à Luc. Je me suis jeté derrière la paroi métallique de l'ascenseur tandis que le couloir résonnait du bruit des balles. Les balles qui frappaient la porte en acier projetaient des étincelles. On est coincé, a crié Luc en se protégeant la tête. Notre puissance de feu est insuffisante. Nous n'avons pas besoin de puissance de feu, dis-je en sortant un petit appareil de ma poche. Il s'agissait d'un prototype de bombe MP impulsion électromagnétique que le docteur Harry m'avait remis lorsque nous avions quitté Toulon. Son rayon d'action était limité, mais elle était mortelle dans un espace clos. Bouge tes oreilles. Je jetai l'appareil au milieu du couloir. La petite sphère métallique roula sur le sol et s'arrêta au pied des hommes. Une seconde plus tard, il y eut une explosion silencieuse. Un bourdonnement à haute fréquence emplit le couloir. Les néons ont explosé. Le couloir a été plongé dans l'obscurité totale. Les viseurs électroniques, les lunettes de vision nocturne et les systèmes de communication des fusils de pointe des hommes ont été instantanément désactivés. J'ai entendu des cris de surprise. Maintenant, l'obscurité était mon amie. J'avais passé des années à servir dans des sous-marins, dans des environnements sans lumière. Je me suis précipité dans le couloir avec des mouvements que je connaissais par cœur. J'ai neutralisé le premier homme en lui saisissant le canon de son arme. J'ai mis le deuxième à terre d'un violent coup de pied dans le genou. Luc me suivait, sa lampe allumée. Le faisceau lumineux éclairait les silhouettes noires qui se tordaient de douleur sur le sol. Nous étions à bout de souffle lorsque nous sommes arrivés devant la porte en acier. C'est bon, a dit Luc en vérifiant son pouls. Le panneau électronique au-dessus de la porte était grillé merci l'AMP. Mais cela signifiait aussi que la porte était verrouillée. On l'a fait sauter? A demandé Luc en fouillant dans son sac. Non, répondis-je en lui montrant la poignée d'urgence manuelle à côté de la porte. Ces portes s'ouvrent aussi mécaniquement en cas d'incendie pour permettre aux personnes à l'intérieur de sortir. Mais pour que celles-ci puissent sortir, Luc comprit. Donc, il faut l'ouvrir de l'intérieur. À ce moment-là, un bruit mécanique lourd retentit derrière la porte en acier. Les serrures s'ouvraient les unes après les autres. Clic, clic, clic. Quelqu'un ouvrait la porte de l'intérieur. Luc a pointé son arme vers la porte. J'ai baissé la main, parce que je savais. Ce n'était pas une invitation au combat. C'était une invitation. La porte coulissa sur le côté dans un sifflement hydraulique. L'intérieur était encore plus froid que le couloir. Le bruit des ventilateurs de milliers de serveurs bourdonnait comme une ruche géante. Une seule silhouette se tenait parmi les rangées de serveurs qui semblaient infinies, éclairées par des lumières LED bleues. Une jeune femme assise sur une chaise de bureau, une tablette à la main. Son visage était éclairé par la lumière bleue de l'écran. En nous voyant, elle posa la tablette sur ses genoux. « Vous arrivez à point nommé, amiral », dit-elle. Sa voix n'était pas celle, mécanique, que j'avais entendue au téléphone. Elle était beaucoup plus familière, beaucoup plus poignante. Je plissai les yeux. Je connaissais cette fille, l'assistante du docteur Harry, la stagiaire timide et discrète qui nous avait apporté du café à Toulon pendant que nous déchiffrions le disque. « Sophie, vous », murmurai-je. Sophie sourit. Son sourire ressemblait à celui de Pierre, mais il était plus innocent, plus dangereux. Pierre n'était qu'une vitrine, Isabelle, dit-elle en se levant.
Les espions de l'ancienne génération. Ils aiment le drame. Mais nous aimons seulement le résultat. Un compte à rebours apparut sur l'écran géant derrière L0h47-59. Le Léviathan se réveille, dit Sophie en écartant les bras. Et ta seule chance de l'arrêter, c'est de me tuer. Mais en es-tu capable? Peux-tu détruire une génération que tu as toi-même élevée? Je pointai mon arme vers lui. Ma main tremblait. Pierre était un ami. Mais Sophie, c'était une enfant. Écarte-toi, Sophie. Dis-je. Je ne bougerai pas, répondit-elle. C'est moi qui contrôle le système. J'ai les données biométriques. Si tu appuies sur la gâchette, le code partira avec moi dans la tombe. Et Paris brûlera. Voilà le dilemme. Ce moment qui n'est pas décrit dans les manuels de stratégie. Il est facile de tuer un terroriste. Mais que faire lorsque vous avez en face de vous un jeune génie issu de votre système, de votre négligence? C'est à vous de choisir, amiral, dit Sophie. Vous serez soit un meurtrier, soit un traître. Le destin de Paris était suspendu à une balle. Et le temps s'écoulait, impitoyablement. Le pistolet mitrailleur MP7 que je tenais dans ma main était une merveille d'ingénierie moderne. Léger, mortel et précis. Mais lorsque je l'ai pointé sur la jeune fille de 22 ans qui se tenait devant moi, avec une lueur fanatique dans les yeux, j'ai eu l'impression qu'il pesait des tonnes. Sophie souriait, sûre de sa victoire. Derrière elle, le compte à rebours défilait impitoyablement sur l'écran géant 0h45-12. Allez, amiral, dit Sophie en écartant les bras. Comment voulez-vous que les livres d'histoire vous décrivent? Comme Isabelle la sanglante, qui a abattu une innocente jeune fille pour sauver Paris. Ou comme Isabelle la lâche, qui n'a pas osé appuyer sur la gâchette et a laissé la ville brûler. Mon doigt se crispa sur la gâchette. Le lieutenant Luc me regardait du coin de l'œil, attendant mon ordre. Le bruit des ventilateurs dans la pièce ne parvenait pas à couvrir le vacarme dans ma tête. Je pris une profonde inspiration, et je baissai mon arme. Sophie éclata de rire. Je le savais. La vieille génération. Votre conscience est votre plus grande faiblesse. Ce n'est pas la conscience, Sophie, dis-je en posant lentement l'arme sur la table. Ce sont les mathématiques. Le sourire de Sophie s'est figé sur son visage. Quoi? Je fis un pas vers elle. Elle n'était plus sous la menace du canon, mais elle commençait à se sentir écrasée sous le poids de mon regard. Tu es une fille intelligente, Sophie. Tu sais coder, déchiffrer des codes. Mais tu ne connais rien à la nature humaine, en particulier à celle des hommes de l'ombre qui t'ont engagée. Je me suis retournée et j'ai montré la porte en acier. Ces mercenaires dehors. Pourquoi crois-tu que j'ai lancé une bombe MP? Juste pour entrer? Non, pour couper leur communication. Parce que si leur radio fonctionnait, le seul ordre que tu entendrais maintenant serait que le nettoyage commence. Sophie fronça les sourcils. Tu es ridicule. Ce sont mes hommes. Ils sont là pour me protéger. Ah bon? Dis-je avec un sourire moqueur. Luc vérifie la poignée manuelle de la porte. Luc courut vers la porte et essaya d'abaisser la lourde poignée métallique. Elle ne bougea pas. Elle est verrouillée, amiral, dit Luc, la voix tendue. Mais pas mécaniquement. De l'extérieur, comme si elle avait été soudée. Sophie pâlit. Elle se précipita sur sa tablette. Elle se connecta aux caméras de sécurité extérieures. Ce qu'elle vit à l'écran lui fit lâcher sa tablette. Les hommes dans le couloir plaçaient des explosifs C4 sur les montants de la porte. Est-ce ce qu'ils vont? Est-ce ce qu'ils vont m'enterrer ici? Murmura Sophie. Sa voix tremblait. Son masque de hacker génial était tombé, laissant place à une enfant effrayée. Quand le Léviathan commencera, dis-je d'une voix calme, ils ne voudront pas laisser de traces derrière eux, Sophie. Tu n'es pas une partenaire. Tu n'es qu'un outil. Un pion cassé. Utilisé puis jeté une fois son travail terminé. Avez-vous déjà réalisé que vous pensions faire partie d'un grand projet, mais que vous n'étiez en réalité qu'un détail jetable? La déception que l'on ressent à ce moment-là est plus vive que la colère. Si vous avez déjà vécu ce moment de désillusion, vous comprenez ce que je veux dire. Aimez cette vidéo pour avertir ceux qui laissent les autres juger de leur valeur. Sophie s'agrippa à la table. Ses yeux étaient remplis de larmes. Mais il m'avait promis. Nous allions construire un nouveau monde. Il n'y a pas de place pour toi dans leur monde. Lui ai-je répondu sèchement. Je me suis approché d'elle et j'ai ramassé la tablette qu'elle avait laissée tomber. Mais dans mon monde, tu as peut-être encore une chance. Si tu veux vivre, bien sûr. Sophie m'a regardé. Ses yeux reflétaient le désespoir. Que puis-je faire? La porte est verrouillée. Les explosifs vont exploser dans 5 minutes. Je me fiche des explosifs, dis-je en lui tendant la tablette. Luc s'en occupera. Ton travail, c'est le Léviathan. Arrête ce code. Sophie secoua la tête. Je ne peux pas. Ils ont restreint mon accès. J'ai toujours la clé, mais le serveur est passé en mode lecture seule. Je ne peux pas intervenir de l'extérieur. Alors nous interviendrons de l'intérieur.
dis-je en désignant du coin de l'œil l'énorme tour centrale refroidie à l'azote liquide qui trônait au milieu de la pièce. Un contournement matériel. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. C'est de la folie. Si nous pontons manuellement le processeur, il va surchauffer. Toute la pièce pourrait exploser. Il y a du C4 à l'extérieur et un risque de surchauffe à l'intérieur. Dis-je en haussant les épaules. Pour moi, c'est un mardi comme les autres. Et toi, Sophie, tu préfères mourir brûlée ou en te battant? Sophie marqua une pause. Puis elle prit une profonde inspiration et essuya ses larmes. Son expression craintive disparut, remplacée par le regard concentré d'une ingénieure. Nous devons fermer les vannes d'azote liquide, dit-elle rapidement. Nous pouvons tromper les capteurs de chaleur et forcer le système à se mettre en arrêt d'urgence. Cela n'arrêtera pas le Léviathan, mais le mettra en veille. Bien, dis-je. Luc reste à la porte. Si ces explosifs détonnent, nous utiliserons tout ce que nous avons pour les empêcher d'entrer. Luc acquiesça et se mit à couvert. Sophie et moi courûmes vers la tour du processeur central. Pendant que Sophie tapait sur le clavier, je commençais à démonter le panneau de contrôle. Pourquoi? Demanda Sophie, sans quitter l'écran des yeux. Pourquoi il ne m'a pas tiré dessus? Tu aurais pu me tuer et me couper le doigt. Le capteur biométrique aurait fonctionné. Je serrais le tournevis dans ma main. Je la regardais à travers les câbles. Parce que je ne suis pas comme tes nouveaux propriétaires, Sophie. Je suis un soldat, pas un boucher. Et puis, j'ai souri. Je n'avais pas seulement besoin de ton doigt, mais aussi de ton fichu cerveau. Sophie a souri légèrement. Le système chauffe. Les pare-feux tombent. Tu es prêt? Vas-y. Ai-je dit. Sophie appuya sur la touche entrée. Le bruit du ventilateur dans la pièce s'est arrêté d'un coup. Un silence effrayant s'est installé. Puis, les sirènes ont commencé à retentir. Les lumières rouges d'urgence clignotaient et le message erreur système s'affichait partout. On a réussi? A crié Luc depuis la porte. Sophie a regardé l'écran. Le sourire sur son visage s'est effacé. Non, murmura-t-elle. Non, non, non. Que s'est-il passé? Je me suis approchée d'elle. Léviathan, dit Sophie, terrifiée. Le système ne s'est pas éteint. Léviathan a piraté le protocole d'urgence. Il s'est réécrit lui-même. Je regardais l'écran. Le compte à rebours n'avait pas cessé. Il s'était même accéléré. Et le nom du fichier avait changé. Opération LEVIATH, une cible mise à jour, mondiale, ce n'est pas seulement Paris, dit Sophie en se tournant vers moi. Il s'est propagé à tout le réseau électrique européen. Berlin, Londres, Rome. Tout est dans le viseur. Et c'est nous qui avons déclenché tout ça. En forçant le système, nous avons libéré le virus. Un bruit sourd retentit à l'extérieur. La porte trembla. Les C4 avaient explosé. La porte en acier se déforma vers l'intérieur. La fumée commença à envahir la pièce. Nous étions pris au piège. Dehors, une armée voulait nous tuer et à l'intérieur, un monstre numérique était sur le point de détruire le monde à cause de notre erreur. Luc s'approcha de nous en toussant. Amiral, la porte ne tient plus. Ils entrent? Sophie s'est mise à pleurer. J'ai tout gâché. Tout le monde va mourir. Je l'ai prise par les épaules et l'ai secouée. Écoute-moi. Arrête de pleurer. Ce virus doit avoir une source. Un point patient zéro. Où est-il? Sophie renifla. Le satellite. Le virus utilise une connexion satellite. Si nous pouvions détruire ce satellite. Quel satellite? Helios 4. Répondit Sophie. Un satellite de renseignement militaire. Mes yeux se sont mis à briller. Helios 4. Je ne connaissais pas les codes de contrôle de ce satellite. Mais le centre de contrôle physique de ce satellite. Luc, criai-je. Préparez-vous au combat. Nous partons d'ici. Où ça, amiral? Dans le ciel, répondis-je. Nous allons abattre ce satellite. La porte s'effondra dans un grand fracas. À travers la fumée, les points rouges des viseurs laser apparurent au-dessus de nous. Le jeu n'était pas terminé. Le jeu dépassait les limites du plateau. Lorsque la porte en acier s'est effondrée dans un grand fracas, Sophie a poussé un cri. Mais je ne pensais pas à Sophie, je pensais au réservoir d'azote liquide qui se trouvait par terre. Ferme les yeux et retiens ta respiration. Ai-je crié. Luc avait compris ce que j'allais faire. Tout en me protégeant depuis sa position, il a tiré pendant que je pointais le canon du MP7 vers la valve du réservoir renversé. Un seul tir. Le réservoir a explosé dans un sifflement. En quelques secondes, la pièce s'est remplie d'un épais brouillard blanc à moins 196 degrés. Les caméras thermiques et les lasers des mercenaires qui entraient dans la pièce ont été aveuglés par ce changement soudain de température. Dame voix paniquées s'élevaient de leur radio. On ne voit rien. Pas de contact. Il fait un froid glacial. Courez, ai-je dit en tirant Sophie par le bras. Nous nous déplacions comme des fantômes dans la fumée blanche. Au lieu de prendre l'ascenseur de service, nous nous sommes dirigés vers les escaliers de secours qui donnaient sur la cage d'aération.
Nous avons gravi les 15 étages en courant. Mes poumons me brûlaient, mes jambes tremblaient, mais nous ne pouvions pas nous arrêter. Lorsque nous sommes arrivés à la surface, sur la place en béton de la Défense, le soleil matinal m'a ébloui. Les gens buvaient encore leur café, regardaient leur téléphone. Ils n'avaient aucune idée de l'enfer qui se déroulait en dessous. Mais bientôt, leurs téléphones se tairont, les métros s'arrêteront et le chaos commencera. Où est le véhicule? Demanda Sophie, à bout de souffle. La camionnette a brûlé. Ai-je répondu en montrant une voiture diplomatique, une Audi à 8 noirs, garée sur la place. Il nous faut quelque chose de plus rapide. Luc fit sortir le conducteur du véhicule, d'une manière que je ne qualifierais pas de polie. Je sautai sur le siège arrière. Sophie s'assit à côté de moi, Luc prit le volant. Direction la base aérienne de Villacoublay. Ai-je dit? Tu as 12 minutes, Luc. 12 minutes? Amiral, il y a du trafic. Prends les trottoirs, Luc. Si nécessaire, vole. Ramène-nous là-bas, c'est tout. Luc a appuyé sur l'accélérateur. Alors qu'il slalomait dans les rues de Paris, Sophie suivait les informations sur sa tablette. Ça a commencé, dit-elle d'une voix tremblante. Coupure d'électricité à Rome. La bourse de Londres s'est effondrée. Les feux de signalisation sont éteints à Berlin. Milliers d'accidents sont signalés. Je regardais par la fenêtre. Les feux de signalisation de Paris s'éteignirent d'un seul coup. Les klaxons se mirent à retentir. Le chaos s'abattait sur nous comme un effet domino. Ne peut-on pas désactiver Helios 4 d'ici? Demandai-je. Non, répondit Sophie. Le satellite est actuellement en mode sécurisé. Il n'accepte qu'un signal de réinitialisation totale envoyé à haute altitude par contact visuel direct. Pour cela, nous devons atteindre les couches supérieures de l'atmosphère à 40 000 pieds. Lorsque nous sommes arrivés aux portes de Villacoublay, les gardes ont pointé leurs armes sur nous. Nous tentions d'entrer dans une base militaire avec un véhicule civil volé, endommagé et muni de plaques diplomatiques. Arrêtez. Sinon, nous tirons. J'ai baissé la vitre. Je n'ai pas montré ma carte d'identité d'amiral, seulement mon visage. Celui qu'ils avaient vu pendant des années à la télévision et lors de cérémonies, celui qu'ils appelaient la Dame de Fer. Je suis l'amiral Isabelle Adjani. Et je rugis. Ouvrez la porte, soldat. Sinon, je vous ferai tout juger par la cour martiale. Le garde a hésité. J'ai vu dans ses yeux cette peur familière, ce respect primitif envers l'autorité. La barrière s'est levée. Sur la piste se trouvait un Dassault Falcon 8X, un jet privé équipé d'un système de guerre électronique. Exactement ce dont nous avions besoin. Alors que nous courions vers les marches de l'avion, le commandant de la base, le colonel Reynaud, nous barra la route avec son 4x4. « Amiral !» cria-t-il en mettant la main sur son arme. « Vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt. L'état-major général affirme que vous êtes un traître à la patrie et que vous êtes à l'origine des cyberattaques. » Luc pointa son arme sur le colonel. Les soldats du colonel pointaient les leurs sur nous. Impasse mexicaine. Sophie tremblait derrière moi. « Amiral !» Je regardais le colonel dans les yeux. « Reynaud, dis-je calmement. Vous me connaissez. Vous me connaissez depuis 20 ans. Pensez-vous que je sois le genre de femme à trahir son pays? Ou pensez-vous plutôt que ceux qui ont donné cet ordre sont plus susceptibles d'être ceux qui plongent actuellement Paris dans le noir? » Le regard du colonel se posa sur la ville qui s'assombrissait derrière moi. Puis il se tourna vers moi. « Avez-vous déjà mis toute votre existence, toute votre réputation en jeu pour un seul mot, un seul regard? Connaissez-vous ce moment où vous devez vous adresser à l'âme de votre interlocuteur plutôt qu'à sa raison? Si vous avez déjà vécu ce moment décisif, aimez cette vidéo. » Car à cet instant, le colonel Reynaud hésitait entre appuyer sur la gâchette et saluer. Le colonel prit une profonde inspiration, et il retira sa main de son arme. « L'avion a fait le plein, dit-il. Je vais dire à la tour de contrôle qu'il s'agit d'un vol de maintenance. Mais amiral, si vous vous trompez, je vous abattrai de mes propres mains. Si je me trompe, dis-je en montant dans l'avion, nous serons déjà morts. » Lorsque l'avion décolla, Paris rétrécit en une masse de béton grisâtre. Luc était aux commandes. Sophie et moi nous installâmes à l'arrière, devant la console de guerre électronique. Altitude 30 000 pieds. Dit Luc. Helios 4 entre dans notre champ de vision. Sophie faisait courir ses doigts sur le clavier. J'ai capté le signal. Mais le pare-feu est trop épais. Léviathan essaie de me repousser. Force-le, Sophie, ai-je dit. Pénètre dans le cerveau de ce satellite. Je n'y arrive pas. Ma puissance de calcul n'est pas suffisante. Utilise le radar de l'avion, dis-je. Transforme le radar en ligne de transmission de données. Consacre toute l'énergie à cela. Mais alors, nous perdrons notre invisibilité, dit Luc depuis le cockpit. Nous apparaîtrons sur tous les radars. Je m'en fiche, ai-je répondu. Fais-le. Sophie appuya sur le bouton. L'avion trembla, et à ce moment-là, la voix de Luc retentit dans la radio. Mais cette fois, elle était empreinte de panique.
Amiral. Le détecteur radar sonne. Ils nous ont repérés. Qui? 2 avions de combat Rafale. L'armée de l'air française. Ils s'apprêtent à nous tirer dessus. Je regardais par la fenêtre. 2 ombres grises se faufilaient entre les nuages et se rapprochaient de nous. Nos propres soldats. Nos propres avions. Ils nous prenaient pour des terroristes qui voulaient détruire le pays. Et ils venaient pour nous abattre. Sophie regarda l'écran et cria « La connexion est établie. Mais j'ai besoin de 3 minutes pour le téléchargement. » 3 minutes. 3 minutes pour survivre à 2 avions de combat supersoniques avec un jet d'affaires non armé. Je me suis tourné vers Luc. Attache ta ceinture. Luc, nous allons leur montrer pourquoi l'amiral Adjani est toujours le meilleur de la marine. Je pris le micro. Ici Falcon 1. Les avions qui nous poursuivent, vous m'entendez? Je suis l'amiral Adjani. Et je n'ai pas l'intention de mourir aujourd'hui. Le ciel allait bientôt se transformer en enfer. Essayer d'échapper aux avions de combat les plus sophistiqués au monde avec un jet d'affaires, c'est comme une baleine qui danse avec des requins. Vous pouvez être gracieux, mais vous n'avez pas de dents. Luc poussait le Falcon 8X au-delà de ses limites. Les grincements métalliques provenant du fuselage de l'avion me faisaient mal aux os à chaque manœuvre. Verrouillage du missile, cria Luc. Il le lâche. Je me suis retourné. J'ai vu la traînée de fumée blanche qui s'échappait de l'aile du Rafale. Un missile Méteor. Il fonçait sur nous à 4 fois la vitesse du son. Contre-mesure? Ai-je ordonné. Luc appuya sur le bouton. Dames fusées au magnésium jaillirent de l'arrière de l'avion. Le ciel s'illumina comme un feu d'artifice. Le missile, trompé par les sources de chaleur, explosa à notre droite. Le choc propulsa l'avion comme une feuille morte. Je me cognai la tête contre le plafond. Sophie tomba sur le clavier, mais ses doigts continuèrent à courir. 60%, a crié Sophie. J'ai besoin de plus d'altitude. Nous devons nous aligner avec le satellite. Si nous montons plus haut, les moteurs s'arrêteront, amiral, a dit Luc. Monte, Luc, ai-je dit. Mettez vos masques à oxygène. Le nez de l'avion s'est relevé à angle droit. La gravité m'écrasait la poitrine comme un éléphant. J'avais du mal à respirer. Le ciel était passé du bleu foncé au noir. Nous étions à la limite de l'atmosphère. La voix mécanique du pilote retentit dans la radio. Falcon, ceci est notre dernier avertissement. Changez immédiatement de cap ou nous vous abattrons. Je pris le micro. Ma voix était calme. Ce n'était pas le calme de celui qui accepte la mort, mais celui qui considère la mort comme un moyen de négociation. Écoutez-moi, lieutenant, dis-je. Regardez l'obscurité en dessous. Dans cette obscurité se trouve votre famille, vos enfants. Si vous me tirez dessus, ces lumières ne s'allumeront plus jamais. Je ne suis pas un traître. Je suis l'électricien qui essaie d'allumer ces lumières. Donnez-moi 60 secondes. Seulement 60 secondes. Il y eut un silence dans la radio. 85%, a crié Sophie. À ce moment-là, le deuxième Rafale arrivait juste au-dessus de nous. Ils nous avaient pris dans leur boîte à mort. Ils n'avaient pas besoin de tirer de missiles. Ils pouvaient nous réduire en miettes avec leurs canons. Avez-vous déjà vécu ce moment désespéré où votre destin dépend entièrement de la conscience d'une autre personne? Ce moment où vous perdez le contrôle? Si oui, vous savez que ces secondes peuvent sembler durer des siècles. Aimez cette vidéo pour ceux qui n'ont pas perdu espoir jusqu'à la dernière seconde. 95%. Le pilote du Rafale était sur le point d'appuyer sur la gâchette. Le nez de l'avion était tourné vers nous. J'ai fermé les yeux et je me suis concentré uniquement sur la voix de Sophie. 98%. 99%. J'attendais une explosion. Le bruit du métal déchirant le métal. Chargé, a crié Sophie. Réinitialisation forcée envoyée. J'ai ouvert les yeux. Au début, rien ne s'est passé. Seul le vrombissement des moteurs et les battements rapides de mon cœur résonnaient. Puis, en bas, à Paris, qui ressemblait à un amas de béton gris, un miracle s'est produit. Les lumières de la tour Eiffel se sont allumées. Puis les Champs-Élysées ont brillé comme une rivière d'or. La Défense, Montmartre, les banlieues. Les lumières se sont répandues dans la ville comme une vague. Il n'y avait pas que Paris. À l'horizon, les lumières de Londres et de Bruxelles ont commencé à apparaître comme des étoiles. Le Léviathan était mort. La voix étonnée du pilote du Rafale s'est fait entendre à la radio. Centre. Les lumières sont revenues. Je répète, le réseau électrique est actif. Le pilote a amené son avion près de nous. Je pouvais le voir me regarder depuis le cockpit. Il a fait un salut militaire de la main. Puis il s'est éloigné de nous environ à droite et a commencé à nous escorter jusqu'à la base. Je me suis effondré sur mon siège. Sophie pleurait, mais cette fois-ci, c'était de joie. Luc essayait de stabiliser l'avion, les mains tremblantes. Nous rentrons à la maison. Ai-je murmuré. Nous rentrons à la maison. 6 mois plus tard, Nice, promenade des Anglais. Un petit café en bord de mer. Sur ma table, un croissant frais et un café noir. Je ne porte plus mon vieux trench coat.
J'ai une veste en lin élégante et des lunettes de soleil. Je profite de ma retraite, ou du moins, j'aime donner cette impression. J'ai ouvert le journal devant moi. En première page, il y a l'affaire Viktor Volkov. L'affaire d'espionnage du siècle a été jugée, Volkov et ses complices ont été condamnés à la prison à vie. Sur la photo, Volkov semble abattu, vieilli. Il ne reste plus rien de cet homme arrogant. Pierre, il n'a même pas pu se présenter au procès. Ses amis, en prison, n'ont pas beaucoup apprécié qu'il soit accusé de trahison. Il est actuellement à l'infirmerie, nourri à la sonde, et passera le reste de sa vie dans une cellule individuelle. Quant à Sophie, elle n'est plus Sophie. Elle a un nouveau nom, un nouveau visage et un bureau secret au sein de l'unité de cybersécurité du DRSD, où elle occupe le poste de conseillère. Elle n'utilise plus ses talents pour détruire le monde, mais pour le protéger. De temps en temps, elle m'envoie des emails cryptés. Emails vides qui disent simplement merci, amiral. Et Henri, le directeur du casino, lui aussi a vraiment perdu son indemnité. Il travaille actuellement comme agent de sécurité dans un supermarché. Je suis passé le voir l'autre jour. Il m'a reconnu. Voir son visage s'illuminer a valu toute cette fatigue. Le serveur est venu renouveler mon café. Vous désirez autre chose, madame? J'ai souri. J'ai ajusté mes lunettes de soleil. Non, merci. Ai-je répondu. J'ai pris ce que je voulais. J'ai regardé la mer. Les profondeurs bleues. Je sais qu'il y a encore des monstres sous ces eaux. Mais je n'ai pas peur. Car maintenant, ces monstres le savent aussi qu'un chasseur les attend dans ces eaux. Et ce chasseur ne prendra jamais sa retraite. Il attend, tout simplement. Cette histoire s'arrête ici. Mais la quête de justice ne s'arrête jamais. Si vous avez pris plaisir à voir la justice être rendue, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous pour la prochaine chasse. Car n'oubliez pas, l'orgueil est le plus grand des péchés et sa punition est toujours sévère. Je suis l'amiral Isabelle Adjani. Au revoir.